Bon, bah, je vous propose, il est 10h05, on va attaquer, ça fera venir un petit peu tout le monde. Donc, bonjour à toutes et à tous, hein. Donc, bienvenue pour ce petit webinaire relatif. Le webinaire est petit, mais l'enjeu est majeur. Donc, on va parler de. Alors, je ne sais pas si c'est le terme. On a deux experts avec nous, on a Carole et Camille. Donc, on va parler de. Moi, je parle de stratégie de décarbonation. Hein, parce que il faut bien rentrer dans une vraie dynamique un peu méthodologique et structurée pour baisser nos émissions de GES et améliorer notre performance carbone. Voilà, donc je vais vous faire une petite introduction très rapide. Voilà, donc j'ai la chance de m'appuyer sur une présentation que Camille m'a proposée, donc de façon très générique, hein, c'était juste pour pouvoir dire quelque chose. Voilà. Donc, je laisserai après donc Carole intervenir, hein, pour planter un petit peu le décor de tout ça. Ok. Et puis Camille aussi sur justement la conduite du changement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Si, c'est un changement de mode de fonctionnement par rapport à cette thématique-là. Alors, je vais partager une petite présentation. Bien sûr, tous les slides, comme on dit en béarnais, hein, vous seront transmis. On est OK? Je crois que Sabrina m'a fait demander de vous demander si vous êtes d'accord pour qu'on enregistre le webinaire pour passer dans la postérité. Pas de Oui? souci. Pas de problème. Apparemment, pas de problème. Alors, Yes. donc là, maintenant, je vais vous partager. Alors, vous êtes où là? Voilà, donc partager. J'appuie ici. Tac. Hop. Voilà. Allez, on est parti. Est-ce que tout le monde voit un petit peu le PowerPoint? Oui. Oui, très bien, Laurent. Très bien. Donc, je vais le mettre en plus grand peut-être en présentation. Ça va le faire. Oui, tout le monde le voit toujours? Oui, oui. Oui, c'est bon? Oui. Bon, donc vous êtes dans le cadre d'un webinaire organisé dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les ateliers 3D. 3D, maintenant étant, je pense que tout le monde le sait à peu près, hein, un programme qui date de 2021, non, de 2001, pardon. Voilà. Voilà, qui a bientôt 22 ans comme moi, hein. C'est un programme que nous avons lancé il y a maintenant plusieurs décennies pour aider les entreprises coopératives et entreprises agroalimentaires à structurer leur démarche de développement durable et maintenant qu'on appelle de responsabilité sociétale. Depuis l'origine jusqu'à présent, ce programme a toujours été porté par les trois partenaires que sont l'AFNOR, l'AREA et la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine, voilà. On fait plusieurs réunions par an. Donc là, on fait un mix maintenant de présentiel et de webinaire, parce qu'on s'aperçoit que notre belle région est très grande et que de mobiliser les gens de toute la région, c'est pas évident. D'accord? Donc voilà. Carbone, de quoi parle-t-on? Eh bien, on va découvrir un petit peu mieux de ce qu'il en est, d'accord? Avec Caronne Lejeune qui va intervenir juste derrière mes quelques petits slides en tant que responsable carbone au nom de la coopération école au niveau national, d'accord? Qui fera beaucoup le lien, je pense, avec le carbone et le monde agricole. Camille Poutrin, donc chef de projet Greenflex, qui est un peu la Madame Carbone, mais elle se le présentera, hein, mieux, de Greenflex, qui est un bureau d'études spécialisé dans la RSE et entre autres dans la thématique du bilan carbone et de l'optimisation énergétique. Et puis moi-même, qui suis un petit peu l'animateur du programme 3D, Destination Développement Durable et salariés de la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine. Or, très rapidement, je vais passer quelques slides. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, hein, donc, en mars 2019, alors oui, bon, moi, ça m'a toujours interrogé ce genre de chiffres, mais apparemment, dans une échelle graduée de 0 à 900, où
voilà, à une concentration de 900 ppm, on est dans un scénario assez catastrophique d'une augmentation globale de la température de plus 4,8 degrés. Le niveau minimum observé en 2008, on était un peu moins à 400. Donc, on voit qu'en 2019, on est au-dessus de 411 et qu'au fur et à mesure, on s'approche de ces, comment dire, de ces limites critiques, qu'elles soient dans un premier temps inférieures et puis après supérieures. Bon, donc, d'ores et déjà, on constate malheureusement les effets de tout ça. Ça se traduit par des choses très concrètes qui sont objectivement mesurées, hein. La fonte des glaces, les hausses du niveau de la mer. Depuis hier, on a découvert que la température moyenne des océans hors zone arctique est de 19,1 degrés, donc c'est des températures jamais atteintes, hein, d'accord? Un changement important dans la répartition des précipitations, on le voit bien malheureusement, hein. La diminution de la qualité et la quantité des ressources en eau, ben, c'est une vraie actualité, on ne peut pas dire le contraire depuis quelques semaines dans notre beau pays. L'augmentation des canicules, voilà, on a des feux sans précédent au Québec. Moi, j'ai mon fils qui vit à Montréal, depuis hier, il est obligé d'être enfermé chez lui, c'est un ordre de la région Québec, voilà. Multiplication des événements météorologiques extrêmes, disparition de la biodiversité, notamment marine. Voilà, bon, ça, c'est le scénario, on s'ouvre les veines, hein, mais voilà, d'accord. On est dans les records, malheureusement, qu'il ne fallait pas atteindre. Plus 1,5 degré dès 2030, l'alerte choc du GIEC sur le climat, mais moi, personnellement, je trouve que les choses s'accélèrent. Voilà. Le dérèglement climatique, l'agriculture, à la fois cause, victime et solution. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu un vrai enjeu pour le monde agricole. Donc, cause, ben oui, troisième émetteur de gaz à effet de serre en France. Donc, je crois qu'on reviendra là-dessus avec Carole et Camille. Victime, ben, c'est un secteur qui est durement frappé par le dérèglement climatique, ça c'est clair. On le constate tous et toutes, ceux qui sont présents et qui sont dans le monde merveilleux de la coopération agricole. Et aussi, on représente une grande partie de la solution, notamment avec notre capacité à représenter des puits de carbone naturels qui sont trop peu mobilisés. Je pense que Carole et Camille reviendront là-dessus. Bon, là, c'est un beau camembert de toutes les couleurs, hein, d'accord, avec une grande répartition de nos grands postes émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, on voit que finalement, on représente 19% des gaz à effet de serre en 2018 et 2019 qui provenaient de l'agriculture, hein. La fermentation entérique et fumier, les engrais de synthèse, la riziculture, voilà. Donc, bon, je ne vais pas détailler tout ça, hein, ok. Voilà. Et puis après, vous avez donc le protoxyde d'azote qui représente 37% des gaz à effet de serre, le CO2 qui représente 23% et le méthane qui représente 40%. Donc voilà. Euh, Méthane qui a une particularité, c'est que dans l'atmosphère, il se dégrade au bout de 4-5 ans normalement dans un cycle naturel, mais comme il s'accumule avec beaucoup d'autres gaz à effet de serre, il a de plus en plus de mal à se dégrader. Bon. Donc, cette crise climatique, elle a des conséquences sur le monde agricole. Donc, on a une diminution de la surface des terres cultivables, d'accord? Donc, voilà, notamment l'artificialisation des sols, c'est un vrai enjeu. On a clairement une baisse des rendements pour chaque degré supplémentaire, hein, voilà, donc vous voyez les chiffres, en blé, moins 6, maïs, moins 7,4, orge, moins 10, colza, moins 20. On a des décalages de floraison, ça c'est clair. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en Nouvelle-Aquitaine en 99, on attaquait les vendanges mi-septembre. Maintenant, on commence sereinement vers la fin août, hein. Voilà. Une augmentation de la proportion de glucides dans les aliments au détriment des nutriments. D'accord? Donc ça, c'est des chiffres qu'on ne connaît pas trop, mais voilà. Donc on a une baisse quand même qualitative du contenu en nutriments dans pas mal de productions. OK. Bon, malheureusement, on le constate de plus en plus, hein, la baisse de la disponibilité en eau, hein, donc baisse du confort hydrique, augmentation de la sécheresse édaphique, c'est-à-dire pour le monde agricole, et la baisse des réserves souterraines. Bon, augmentation des températures des aléas climatiques, donc augmentation des événements extrêmes, changement du régime des précipitations, augmentation du risque de glissement de boue, d'érosion des sols,
Augmentation des inondations fluviales et côtières, hausse du niveau de la mer et hausse de la salinité. Voilà. Et puis, maintenant, les remontées de ravageurs, des ravageurs qu'on ne connaissait pas forcément avant dans nos contrées, des attaques plus précoces de migration, augmentation du nombre de générations, sédentarisation d'insectes migrateurs, acclimatation d'agresseurs provenant des régions tropicales. Voilà. Donc voilà un petit peu le scénario, un petit peu des conséquences d'ores et déjà vécues par l'agriculture et donc indirectement par la filière agroalimentaire. Voilà, donc une des solutions, c'est le puits carbone, mais ce qui n'empêche pas que, même si cette solution existe, il faut qu'on rentre dans cette vraie dynamique de décarbonation. D'accord? Donc voilà. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant, je pense, avec Carole et Camille. Donc, ce que je vous propose, mesdames, donc Carole, c'est de prendre la main. Aucun problème. Alors, moi, j'arrête mon partage. Et Carole, je te laisse Mince. partager. Alors, pas de problème. Alors, juste dans les règles du jeu, moi je pense qu'on va laisser dérouler les présentations de Carole et on posera des questions après la présentation de Carole, d'accord? Et idem pour Camille, on laisse dérouler la présentation de Camille et on posera la question après, d'accord? Donc notez vos questions dans un coin au fur et à mesure qu'elles arrivent. C'est pas forcément la peine de les mettre dans le forum, sauf si vous voulez, et puis en avant. Voilà, ok? C'est bon C'est pour tout le parfait. monde? Allez, Carole, C'est je te laisse. parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci en tout cas pour cette invitation, donc à intervenir donc à votre, dans le cadre de votre, webinaire donc sur les enjeux du carbone et du climat. Donc, moi je me présente, donc Carole Lejeune, je suis responsable carbone à la coopération agricole, au niveau national. Et donc pour, votre information, c'est un poste, qui a été créé, il y a un tout petit peu plus d'1 an désormais, qui, vraiment, marque une ambition, de plus en plus importante et nouvelle, du réseau LCA dans son ensemble sur les enjeux, évidemment de la décarbonation de l'amont jusqu'à l'aval. Donc, bon, si je remets un peu le grand contexte, même si, Laurent, vous a expliqué, évidemment, quelque chose, voilà, différents sujets très intéressants. Moi, je peux revenir donc sur, une forme de prise de conscience politique, hein. Donc moi, j'ai mis 2015, mais évidemment, il y a eu, les accords de Kyoto en amont et cetera. Moi, je vais m'arrêter en tout cas aux accords de Paris, donc la COP 21 qui a eu lieu donc en 2015, où l'ensemble des États, donc parties prenantes de la COP 21, donc des parties, se sont accordés autour d'un objectif, d'une ambition commune qui était de limiter l'augmentation de la température moyenne du globe de 2 degrés à 1,5 degré, plutôt de 1,5 à 2 degrés. Bon, comme Laurent l'a dit, les derniers rapports du GIEC, donc GIEC qui est le groupement interprofessionnel des experts du climat au niveau international, donc on voit que, aujourd'hui, on tend plutôt vers des scénarios de réchauffement climatique à 2100 autour de 4 degrés. On a, des scénarios catastrophes qui vont jusqu'à 8 degrés en 2100 et donc là, on voit qu'on s'éloigne petit à petit, en tout cas, hein, de l'ambition de l'accord de Paris, de ce réchauffement à max 2 degrés d'ici 2100. La solution, en tout cas, ce qui est expliqué par le GIEC, hein, pour atteindre cet objectif, c'est qu'à partir de 2050, donc à mi-parcours, on arrête, d'émettre plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce qu'on appelle la neutralité carbone. Neutralité carbone ou zéro émission nette, c'est bien que l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, donc qui sont dues donc à l'activité humaine, soient compensées et captées par le sol, donc la capacité donc notamment de la biomasse à capter du carbone atmosphérique dans le sol et également avoir des solutions aussi de capture du carbone industriel. Donc, on va dire que ça, c'est une ambition internationale.
à laquelle donc évidemment les parties donc signataires des accords de Paris se sont emparées, toutes à des vitesses et des ambitions différentes. L'Europe, donc l'Union européenne, dans le cadre de son pacte vert pour l'Europe, ou plutôt appelé aussi Green Deal en anglais, donc a intégré dans sa loi climat donc un objectif zéro émission nette d'ici 2050. Et évidemment, la France, qui était le premier État membre, même avant l'Union européenne, a intégré dans sa loi climat et résilience également un objectif, donc dès 2019, d'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Donc on se rend compte ici que la zéro émission nette, c'est un objectif qui est français, européen et international. Donc, comme je vous disais, un zéro émission nette, c'est vraiment un objectif d'avoir un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre émises et les capacités d'absorption anthropique, donc par les puits de carbone des sols. Mais on va voir qu'il y a aussi d'autres solutions pour capter pour capter du carbone dans les sols. Donc, Laurent l'avait mis en avant. Donc, aujourd'hui, en fait, l'agriculture oscille entre le 2e émetteur et le 3e émetteur de gaz à effet de serre au niveau des secteurs économiques, derrière les transports. Donc, on représente quand même, voilà, 19% des émissions de gaz à effet de serre. On est un pays qui a une puissance agricole très importante. Aujourd'hui, le secteur agricole a diminué de 6 à 8% ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et aujourd'hui. On va voir donc que ces objectifs, en tout cas, d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus importants. Alors, bon voilà, là je vous remettais en tout cas les données, à quoi ressemblent en tout cas les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Ce qui est intéressant à noter et que je pense aujourd'hui autour de la table, on est tous à peu près au courant, c'est que le secteur agricole est un secteur naturellement émetteur. C'est inscrit dans les accords de Paris. Le secteur agricole continuera à émettre et c'est nécessaire pour la sécurité alimentaire, évidemment. Et de plus, elle émet des gaz à effet de serre qui sont naturellement plus réchauffants que le CO2. Le CH4, donc le méthane entérique et le protoxyde d'azote sont des gaz donc naturellement plus réchauffants. Le CH4 est 4 fois plus réchauffant d'après mes souvenirs donc, que le CO2 et le protoxyde d'azote, on est autour de 80 fois plus réchauffant. Donc en fait, on se rend compte que l'enjeu par exemple des engrais azotés minéraux, mais pas que, tout ce qui va émettre du protoxyde d'azote va avoir tout de suite un impact extrêmement important, donc en termes de volume d'émissions de gaz à effet de serre au niveau national. D'où la place importante que possède l'agriculture dans les grandes émissions de gaz à effet de serre en fonction, enfin, par rapport aux autres secteurs économiques. Donc ça, je pense que Camille reviendra aussi dessus, mais je vous remets juste la définition des périmètres de mesure d'émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on étudie en tout cas à l'échelle par exemple de ma coopérative agricole ou d'une industrie agroalimentaire. Où je me positionne et où se positionnent mes émissions de gaz à effet de serre, puisque en fonction de ce que je vais calculer, évidemment, je ne vais pas avoir les mêmes résultats. On va avoir des scopes, donc des périmètres d'émissions de gaz à effet de serre pour les calculer. Le scope 1 va représenter en fait les émissions de gaz à effet de serre issues vraiment en l'occurrence par exemple de ma production agroalimentaire, donc vraiment ce qui va se passer à l'intérieur de mon industrie, par exemple. Donc là, si je me mets à la place de ma coopérative ou de mon industrie agroalimentaire. Les émissions issues du scope 2 vont représenter donc les émissions de gaz à effet de serre issues aussi de ma consommation, voire même de ma production d'énergie, lorsque c'est le cas. Et enfin, le scope 3 donc, va représenter donc, les émissions de gaz à effet de serre de tout ce qui va se retrouver en amont de ma chaîne de production ainsi qu'en aval. Donc en amont de la chaîne de production, en agroalimentaire, on va évidemment retrouver les émissions de gaz à effet de serre des exploitations agricoles et de ma production de matières premières. On va également retrouver donc toutes les émissions de gaz à effet de serre issues des transports et de la logistique de ma matière première. Et enfin, également les déchets et les emballages.
Si on regarde les grandes émissions de gaz à effet de serre au niveau national, donc on voit on voit ici en fait à quoi ressemblerait la neutralité carbone en 2050 au niveau national. On se rend compte qu'on va avoir des objectifs d'atténuation qui sont extrêmement importants. Le secteur agricole va avoir des objectifs d'atténuation un peu moindre que d'autres secteurs et on va donc retrouver en émissions négatives, le potentiel de puits de carbone, donc là c'est en vert foncé, ainsi que les solutions donc de capture et de séquestration du carbone industriel, donc en rouge également. C'est la neutralité carbone, ça ressemblerait à ça potentiellement au niveau national. C'est divisé par 6 les émissions de gaz à effet de serre nationales, c'est multiplié par 3 notre capacité à capter du carbone de façon générale et c'est décarboner entièrement notre consommation d'énergie. Hem on voit en bleu clair le secteur énergétique qui est pratiquement et complètement absent en 2050. Donc les objectifs sont évidemment ultra, ultra ambitieux d'ici 2050 et on a donc, ce qu'on appelle une stratégie nationale bas carbone qui est donc rédigé par le gouvernement en présence donc et en collaboration avec les parties prenantes des différents secteurs économiques pour réfléchir au chemin, nécessaire pour atteindre ces différents objectifs par secteur. Donc évidemment, la coopération agricole, en tout cas, c'est doté d'une feuille de route, qui, est plus ou moins, évidemment, logique, qui va aller à la fois donc réfléchir aux ambitions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre de l'amont agricole, mais aussi de l'aval. Si je vous refais juste un petit topo de, tout un tas de différents scénarios qui existent aujourd'hui et qui accompagnent, notamment les réflexions du gouvernement dans le cadre de cette grande stratégie nationale bas carbone, on va avoir par exemple des scénarios, de l'ADEME, donc qui réfléchit à, tout un tas de par exemple à une France, ou à même 4 France différentes qui permettraient d'atteindre, la neutralité carbone en 2050. Bon, je vais pas vous les détailler, mais c'est vraiment des scénarios qui peuvent être intéressants, en tout cas, à rentrer dedans puisque ça peut définir, en tout cas, des chemins à parcourir pour atteindre cet objectif. Donc on va avoir, par exemple, une génération frugale où là, on va avoir un scénario, où là, on va avoir des transformations vraiment, très importantes dans les façons de se déplacer, de se chauffer et de s'alimenter. Mais c'est aussi des scénarios où les conséquences sont, extrêmement importantes, par exemple pour le secteur agricole où, l'ADEME propose, une agriculture où, clairement on va avoir un fléchage, très important, par exemple sur la consommation de viande qui va être extrêmement réduite, mais également sur l'usage d'engrais azotés. On va avoir par exemple, un troisième scénario qui va être plutôt sur la technologie verte, où là, on va beaucoup plus compter sur la biomasse, l'usage d'énergies renouvelables et sur les biotechnologies pour, atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est ce genre d'exercices prospectifs qui sont aujourd'hui extrêmement importants pour, en fait, la rédaction de, feuilles de route et ensuite, effectivement, bah, de grandes stratégies, plans gouvernementaux et ensuite potentiellement des lois, pour atteindre ces objectifs-là. Là, je vous mets juste un tout petit exemple qui est l'exemple du scénario de la coopération territoriale, qu'ils appellent ça donc au niveau de l'ADEME 2050, qui est une évolution progressive donc de notre société avec un rythme soutenu d'atténuation et d'augmentation du stockage de carbone. On voit quand même que, par exemple, encore une fois, on est sur un exercice prospectif, qu'au niveau agricole, on va avoir donc une diversification des productions, une reterritorialisation de la production, voire même, un rééquilibrage, de l'animal et du végétal au sein des territoires avec, donc, une transition. Ils appellent ça une transition alimentaire dite plus sobre et plus végétale et d'ailleurs on voit directement, en tout cas dans le scénario de l'ADEME, qu'il y a une consommation de viande qui là est extrêmement, est divisée par 2. C'est aussi un scénario où les biocarburants avancés vont être fortement, encore, utilisés et produits, ainsi que, évidemment, tous les usages de la biomasse, et notamment forestière. Au niveau de l'industrie, ça va être, dès 2050, des réductions de
50 à 80% de l'usage de la consommation énergétique au sein de l'industrie et des émissions de gaz à effet de serre, à travers donc une chaîne de valeur réindustrialisée au sein des territoires et spécialisée par région. Et puis un développement du recyclage, de la valorisation, du réemploi, ainsi que ce fameux effort de réindustrialisation pour des secteurs ciblés. Le tout avec un mix énergétique complet qui va être dominé par la biomasse et l'électricité essentiellement décarbonée, donc notamment hein, le nucléaire. Donc voilà, c'est juste un exemple que je voulais vous présenter d'exercices de scénarisation prospectif qui aujourd'hui quand même sont une base de réflexion pour le gouvernement. On a aussi d'autres scénarios qui peuvent être aussi un peu plus extrêmes aussi, sur lequel, qui peuvent aussi poser beaucoup de difficultés et de problématiques pour nous, filière de production alimentaire, avec un scénario dit after 2050 où là, par exemple, Solagro propose un scénario d'agroécologie au service de la transition et donc là où beaucoup d'ONG, et qui notamment transparaît ensuite dans tout un tas de stratégies gouvernementales, ciblent fortement la production animale, viennent aussi cibler donc la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le problème et les grandes problématiques de ces exercices de scénarisation, c'est qu'ils prennent rarement en compte les enjeux des échanges internationaux et du marché international qui évidemment est un facteur extrêmement impactant pour la production nationale. Donc c'est des exercices prospectifs qui aujourd'hui nous posent un certain nombre de questions, mais qui sont malheureusement nécessaires pour que le gouvernement travaille sur ses stratégies bas carbone. Donc l'idée pour nous, c'était un peu de participer à ces réflexions-là et de réfléchir, nous, à nos propres scénarios. Donc c'est quelque chose sur lequel est en train de réfléchir et de travailler. Si je vous remets ici, en tout cas, les objectifs de l'exercice numéro 2 de la stratégie nationale bas carbone, pour l'agriculture, c'est quand même diminuer de 19 les émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2030 et de 46 en 2050. On voit dans les autres secteurs que les objectifs sont encore plus ambitieux. L'industrie, c'est moins 35 en 2030 et moins 81 en 2050. Tous ces objectifs-là, donc je ne sais pas si vous avez entendu Elisabeth Borne il y a 10 jours s'exprimer, c'est des objectifs qui vont être amenés potentiellement à être accélérés et augmentés dans les prochaines semaines ou prochains mois, à travers du coup une révision de cette stratégie nationale bas carbone et potentiellement d'une loi de programmation énergie-climat qui pourrait vraiment faire avancer à marche forcée les différents secteurs pour atteindre ces objectifs très ambitieux. Aujourd'hui, le gouvernement, dans le cadre des objectifs agricoles, met en avant donc les enjeux de développement de l'agroécologie, mais aussi de l'agriculture de précision. Elle met en avant la bioéconomie, mais aussi l'agroforesterie. Et on retrouve ici, et ça c'est des vraies questions, les enjeux de l'évolution de la demande alimentaire, qu'on retrouve à la fois dans des stratégies climatiques pour l'agriculture, mais également on va retrouver donc dans les plans nationaux nutrition santé, des objectifs climatiques, où encore une fois, on va cibler donc certaines productions qui risquent d'être un peu plus mises à l'amende, malheureusement, si on ne regarde pas les enjeux de façon générale et globale. Donc au niveau de la coopération agricole, nous, on a un enjeu vraiment de faire de la séquestration carbone et des atténuations des émissions de gaz à effet de serre une opportunité pour les agriculteurs qui va permettre de créer de la valeur. Donc je vais revenir un peu sur les enjeux du marché du carbone. Et puis on a vraiment un enjeu aussi de doter les coopératives agricoles et les industries agroalimentaires d'outils qui vont leur permettre de réaliser leur bilan carbone. Donc là-dessus, Camille reviendra sur le sujet. C'est vraiment un enjeu qui est essentiel de comprendre son T0, de savoir où j'en suis en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour savoir vers où je peux aller sur l'ensemble de mes postes d'émissions de gaz à effet de serre. Puis enfin, on a un rôle évidemment fédérateur sur les enjeux de lobbying, de lien avec le gouvernement pour construire avec les pouvoirs publics les fameuses conditions pour maintenir la production agricole bas carbone au sein du territoire, maintenir cette souveraineté alimentaire, la renforcer pour conserver un approvisionnement alimentaire compétitif au niveau national. Donc comme je vous disais, nous,
au vu de ces grands objectifs nationaux d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre, à la fois sur le secteur agricole, mais aussi sur le secteur industriel, on a souhaité au niveau de la coopération agricole savoir où est-ce qu'on en était nous en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'aller voir sur nos postes d'émissions principaux quelles étaient des potentielles pistes et potentiels leviers pour atténuer nos propres émissions de façon très macro et très globale. Donc on est parti sur un exercice de scénarisation à 2035 pour être vraiment à mi-parcours sur les objectifs de 2050 et donc ensuite essayer d'analyser en tout cas les impacts socio-économiques, le coût d'une telle transition. Donc là, on en est vraiment à la phase finale d'analyse du coût. Moi, ce que je vais vous présenter déjà, c'est à quoi ressemblent les émissions de gaz à effet de serre de notre réseau à l'échelle nationale. Donc aujourd'hui, si on regarde le flux de carbone de la coopération agricole de façon extrêmement macroéconomique, on va émettre aux alentours de 70 millions de tonnes d'équivalent carbone par an. Donc ça ne nous parle pas forcément énormément, mais surtout, on se rend compte qu'il y a 77 d'émissions de gaz à effet de serre de notre bilan carbone scope 1, 2 et 3, comme je vous disais, qui sont issues de l'amont agricole, donc plus de 3/4 de nos émissions de gaz à effet de serre, on les retrouve donc au niveau de l'exploitation agricole et donc de la production alimentaire. On va retrouver ensuite 3 autres postes d'émissions principaux, donc les enjeux de logistique et de transport aux alentours de 10 à 12%. Ensuite, donc le scope 1, le fameux scope 1 qui est vraiment les émissions de gaz à effet de serre issues de la transformation industrielle et agroalimentaire. Et puis enfin, donc un poste d'émission donc au niveau des emballages. Là, c'est toute filière confondue, tout réseau confondu, forêt même inclus, qu'on va retrouver dans des émissions négatives, capacité de stock de carbone. On se rend compte très vite que notre capacité de stock de carbone, aujourd'hui, il est pas encore à son paroxysme, loin de là, puisque on va avoir on ne va pas avoir un stock de carbone négatif à l'heure actuelle du fait de pratiques culturales actuellement qui donc ne permettent pas d'augmenter ce stock de carbone en moyenne à l'échelle nationale. Il faut prendre les chiffres de façon assez, enfin voilà, avec un petit peu de recul évidemment, puisque il s'agit vraiment d'études qui sont assez lointaines. Donc après, on a regardé un peu les émissions de gaz à effet de serre donc de chacune des filières au sein de nos postes d'émissions, donc de la production agricole jusqu'à l'emballage, en passant par du coup les industries agroalimentaires et le transport. Et donc ensuite, l'idée est de réfléchir, de travailler autour de différents leviers qui aujourd'hui existent dans la bibliographie, mais qui ne seraient pas forcément les plus intéressants ou les plus faciles à mettre en œuvre et en pratique pour accompagner les agriculteurs en tant que, par exemple, de coopératives agricoles. On voit qu'il y a différentes solutions, nous, on en a chiffré plusieurs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un plan d'action ou quoi que ce soit, c'est plus un listing de tout un tas de leviers qui pourraient permettre, en tout cas à l'horizon 2035, d'atténuer de 25 les émissions de gaz à effet de serre de notre réseau. Une des lignes rouges de notre exercice à nous de scénarisation, ça a été de ne pas toucher au mix produit, donc à l'ensemble des productions que nous que nous produisons aujourd'hui, et surtout d'éviter donc d'aller toucher au volume produit. Donc je pense à la fois aux enjeux d'export des céréales, mais aussi de production animale. Donc évidemment, un exercice de scénarisation va engendrer, dans tous les cas, des modifications de rotation. Donc, quoi qu'il arrive, donc des modifications de volume de protéagineux en faveur de protéagineux, et donc qui vont
quoi qu'il arrive, donc diminuer une partie, par exemple, de production de blé et également comme on est sur des leviers aussi d'augmentation de la productivité animale, au niveau, par exemple, des ruminants, on va avoir donc une modification du cheptel laitier, et bovin viande, qui va donc être réadaptée en fonction de ces objectifs-là. Donc évidemment, c'est un exercice de scénarisation qui a évidemment des conséquences. Le tout avec aussi des leviers qu'on a listés sur, les objectifs, d'augmentation du puits de carbone avec, notamment, évidemment, la couverture des sols, l'agroforesterie, les haies et puis aussi, la mobilisation de nouvelles ressources, organiques donc aussi bien et c'est là aussi où ça pose vraiment des grandes questions, hein, aller chercher des bouts de stations d'épuration, des déchets triés des biodéchets triés à la source et cetera donc tout ça évidemment, tout compris, tout levier compris, on se rend compte que ça va être extrêmement compliqué, que, en fonction, des enjeux territoriaux, locaux et des enjeux filières, on ne va pas aller sur, n'importe quel levier et tout cela va dépendre notamment d'un accompagnement au sein du territoire de l'agriculteur, au niveau aussi de son diagnostic carbone, à l'échelle de son exploitation. Hem voilà, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est des systèmes agricoles qui pourraient changer radicalement, hein, pour nous, sur cet exercice, en tout cas prospectif, avec une baisse des quantités d'azote apportées de l'ordre de 20. C'est, des unités de méthanisation qui, augmentent énormément. Ce serait potentiellement 900 unités de métha, 330 000 hectares de légumineuses à valoriser, une efficacité de la transformation des aliments, évidemment et puis c'est énormément, des centaines de milliers de kilomètres de haies supplémentaires, de l'agroforesterie, enfin voilà. On est quand même sur, des grands changements, très radicaux de système agricole qui, nous amènent surtout à nous poser des questions, déjà de coûts et puis, de quel serait potentiellement le rôle des coopératives agricoles dans l'accompagnement des agriculteurs dans cette transition. Le tout évidemment sans parler des enjeux d'adaptation au réchauffement climatique. Laurent le mettait en avant tout à l'heure. Tout cela, c'était aussi un scénario à climat à peu près constant. On n'a pas pris en compte ou très peu, par exemple, des projections de rendement de production ou de productivité aussi des animaux, du fait de la chaleur, du fait du stress hydrique ou du fait de nouveaux pathogènes. Donc tout ça, c'est encore des facteurs qui rendent encore plus complexe cette équation, à multiples, inconnus. Il y a évidemment aussi tout un tas de leviers, potentiels, hein, pour, aller aussi toucher et travailler sur les autres postes d'émissions de gaz à effet de serre, hein. Au niveau industriel, on a un potentiel, par exemple, d'atténuation de l'ordre de 40 des émissions de gaz à effet de serre, surtout en travaillant autour de la biomasse et du biométhane, mais aussi avec une hausse de l'efficacité énergétique de l'ordre de, 5 à 10 grand maximum aux fonctions des filières, puisqu'il y a déjà un gros travail qui avait été fait sur l'efficacité énergétique et puis, un travail aussi sur l'électrification. Sur les emballages, donc voilà, des enjeux à la fois de recyclage, mais on peut aussi aller gratter encore plus d'atténuation ou de baisse d'émissions sur le réemploi, hein, qui est là aussi une grande question de coût, de logistique, de gestion, on va dire, d'une nouvelle filière à gérer. Et puis sur la partie transport, donc les enjeux de report modal, de passer au fret ou au fluvial, d'électrification. Et on a nous mis, en tout cas dans le cadre de notre exercice prospectif, une potentialité donc de développement encore plus important des agrocarburants, qui vient donc baisser les émissions de gaz à effet de serre de façon plus importante, sur la partie transport. Donc si on regarde une grande synthèse globale de cet exercice, hein, prospectif, on voit que quoi qu'il arrive, c'est bien sur le secteur agricole qu'on vient, gagner le plus d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre et c'est le secteur agricole qui va permettre, et forestier qui va permettre d'augmenter notre puits de carbone, hein. Donc là, comme je vous disais, avec les centaines de milliers de kilomètres de haies, on a évidemment un stockage de carbone, heu,
qui est gagné. Et puis, on va retrouver aussi le secteur amont sur toutes les solutions de biomasse qui vont être nécessaires et attendues sur la décarbonation de l'énergie de nos industries agroalimentaires, de notre transport et potentiellement même des emballages, si on pense demain à des emballages biosourcés. Alors pour terminer, juste rapidement, je vous mets en avant donc les enjeux du marché de la compensation du carbone, puisque donc comme je vous le montrais là à l'instant, alors OK, la bibliographie nous propose tout un tas de solutions potentielles, de leviers d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre au sein des exploitations agricoles. Tous ces leviers, ils ont un coût, c'est des changements de pratiques qui ont un coût économique, mais aussi des coûts de gestion de risques sociaux pour les agriculteurs. Donc on va avoir un enjeu d'accompagnement de l'agriculteur dans un potentiel changement de pratique. On va avoir un enjeu de, visibilité de la coopérative, ou de l'industrie agroalimentaire pour être en capacité de se projeter dans le temps, pour anticiper les modifications de ses productions, de sa, de ce qu'il va récolter et recevoir en termes de matières premières, pour anticiper, lui, comment il va se positionner sur les marchés alimentaires. Ça va être aussi évidemment un enjeu de qui va payer cette transition bas carbone du secteur? Et là-dessus, donc on a beaucoup parlé, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le marché de la compensation carbone volontaire. Donc je vous fais un topo là-dessus. Une première chose à se dire, c'est que le marché de la compensation volontaire et les crédits carbone agricoles ne pourront potentiellement pas, payer toute cette transition bas carbone. Il va falloir qu'on, dans tous les cas, aille chercher encore, les enjeux de subvention, rémunération aussi à la fin d'un produit, différencié, même si aujourd'hui c'est pas forcément ce qui intéresse le consommateur. Et puis, potentiellement aussi un travail autour des primes filières, qui sont, déjà, mises en place dans certaines coopératives. Donc le marché de la compensation du carbone, il y en a 2. On a un marché réglementé qui est un marché obligatoire qu'on appelle ETS. C'est le marché des quotas carbone, qui existe en Europe et qui cible les grands émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on va avoir un certain nombre d'installations industrielles qui sont ciblées par ce marché ETS. On va avoir certaines industries agroalimentaires, hein, qui font partie de ce marché réglementaire et qui sont dans l'obligation, à partir du moment où elles vont au-delà d'une d'un certain d'un certain taux d'émissions de gaz à effet de serre, aller compenser sur ce marché, obligatoire leurs émissions de gaz à effet de serre et donc viennent acheter des tonnes de crédits carbone sur ce marché-là. C'est le principe du pollueur-payeur. En parallèle de ça, le même protocole de Kyoto a construit un marché dit volontaire. Ce marché, il permet d'inciter tous les acteurs, privés et publics, d'aller également compenser leurs émissions de gaz à effet de serre, mais sans en être obligés. Aujourd'hui, ces crédits carbone, qui sont sur ce marché volontaire n'ont pas l'obligation d'être certifiés, d'être soumis à une certification. Cependant, il y a des crédits carbone qui permettent, il y a des outils de certification qui existent. Au niveau international, on va connaître Gold Standard ou Verra et aussi on va avoir des crédits carbone, nationaux du gouvernement. Donc nous, par exemple, au niveau national, le ministère de l'écologie a construit un label bas carbone qui est un outil de certification des pratiques bas carbone agricoles et pas que d'ailleurs, puisque maintenant il y a plusieurs méthodes qui sont labellisées bas carbone, sur d'autres secteurs, mais la plupart sont agricoles et elles viennent donc, ces crédits carbone peuvent être issus de projets, issus d'une atténuation d'émissions de gaz à effet de serre, issus de pratiques permettant d'atténuer les émissions du secteur ou bien, permettant la hausse de la séquestration du carbone. Hem, Aujourd'hui, bon, c'est des chiffres qui bougent évidemment beaucoup, mais on a un marché mondial du carbone volontaire, je dis bien, donc vraiment uniquement donc sur la cible qui nous intéresse puisque le secteur agricole n'est pas soumis, au marché du carbone obligatoire puisque c'est un secteur qui n'est pas, qui ne rentre pas dans les règles d'obligation de compensation carbone. Donc les crédits carbone qui vont être produits par le secteur agricole se retrouveront uniquement dans le marché du carbone volontaire.
Aujourd'hui, c'est un marché qui vient couvrir uniquement 0,6% des émissions mondiales. Il y a un potentiel de hausse qu'on estime très important, fois 15 d'ici 2030 potentiellement, fois 100 d'ici 2050, mais un prix moyen qui est extrêmement faible, de l'ordre de 3 dollars en 2021. Au niveau français, on a aussi donc nos quelques données, un petit état des lieux. Aujourd'hui, enfin donc c'était en 2020, ça a bougé depuis. On va avoir donc aux alentours de 11 millions de tonnes qui avaient été donc échangées et acquises donc en 2020, dont 1% uniquement de projets qui étaient localisés en France. Je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt à 3%. Voilà, donc il y a encore du chemin à parcourir pour positionner en tout cas le secteur agricole dans ce marché global. Le reste des tonnes de carbone échangées, achetées et vendues seront donc, quand on regarde sur les crédits vendus par secteur, on voit en fait des crédits carbone plutôt de reforestation, de conservation des forêts qui représentent donc en vert 61% des projets rémunérés, et plutôt évidemment à l'international. Les organes certificateurs aujourd'hui, donc c'est une grande partie donc à l'international, donc Gold Standard. Le label bas carbone aujourd'hui représente 1 à 3% des crédits carbone labellisés et échangés à l'heure actuelle. C'est 90% des acheteurs sont les entreprises privées, mais il y a un petit peu de collectivités, notamment qui aussi s'engagent dans ce marché-là. Alors ce serait un potentiellement, une manne financière, en tout cas potentielle, qui serait intéressante si on fait, par exemple, l'hypothèse que, les crédits carbone qui, aujourd'hui sont valorisés au niveau national, donc labellisés bas carbone pour les agriculteurs à hauteur de 40 € la tonne. Si on fait l'hypothèse qu'il monte à 45, on va dire, euros la tonne, et qu'on imagine que, on va avoir donc, 4 grands leviers d'atténuation et de séquestration qui seraient mis en place chez les agriculteurs et que, 40 en tout cas, seraient, mis sur le marché donc, du carbone. Ça pourrait, engendrer chaque année donc, 1,5 milliard d'euros par an. Mais tout ça évidemment c'est très, heu, enfin voilà, ça reste des calculs, prospectifs et potentiels. Même si ce marché du carbone et c'est des crédits carbone agricoles volontaires au niveau français labellisés bas carbone sont, enfin c'est un marché qui est en cours de construction et qui commence quand même à bien se mettre en place. Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui sont positionnés sur le marché. Si on considère en fait, le label bas carbone qui est le label, qui, donc, correspond donc au label français, du gouvernement. On va avoir les agriculteurs qui vont mettre en place une pratique bas carbone. Par exemple, les coopératives qui vont être mandataires, donc ou plutôt porteurs de projets collectifs, qui vont donc, accompagner l'agriculteur pour faire son diagnostic bas carbone et l'accompagner dans la mise en place de sa pratique bas carbone qui va lui permettre de, mettre sur le marché un crédit carbone. Et derrière, on va quand même avoir des besoins en termes d'acquisition et de saisie de données, mais aussi de certification et d'agrégation, sur le marché, donc des acteurs supplémentaires. Aujourd'hui, la coopération agricole, a intégré donc, la société commerciale France Carbone Agri qui donc, a réuni, l'ensemble, une grande partie des acteurs agricoles, hein, de la FNSEA, donc FNSEA, donc coopération agricole, les jeunes agriculteurs, les chambres d'agriculture, le Crédit Agricole vient de rejoindre donc, cette société qui donc, souhaite jouer le rôle donc d'intermédiaire entre les coopératives agricoles ou les agriculteurs qui, donc mettent en place les pratiques bas carbone et les acheteurs, du monde privé ou des collectivités, territoriales. France Carbone Agri, donc qui était initialement une association et qui s'est transformée en société commerciale, a aujourd'hui donc déjà, mis sur le marché,
près d'1 million de tonnes maintenant de crédits carbone. Donc voilà, aujourd'hui, sur 2 appels à projets, il y avait 700 000 tonnes de crédits carbone générés à 35 € la tonne, avec voilà donc les 2 premiers appels à projets étaient ciblés uniquement élevage. Le 3e appel à projet qui a été lancé en septembre dernier, donc regroupe aussi un certain nombre de projets végétaux, depuis donc la création d'une méthode labellisée bas carbone à destination des grandes cultures. Donc qui là est un appel à projet qui est rémunéré à 35 € la tonne, à 40 € la tonne, pardon, 35 € allant directement donc à l'agriculteur, 5 € allant à la coopérative agricole, par exemple, pour ses frais d'accompagnement et de vérification donc auprès de l'agriculteur de la mise en place de ces pratiques, et 3 € la tonne, donc qui sont les frais de fonctionnement de France Carbone Agri, donc de contractualisation et d'exercice commercial, donc de stratégie commerciale pour aller chercher donc les acheteurs de ces crédits labellisés. Donc par exemple, et pour finir, hein, le 3e appel à projet de France Carbone Agri, l'idée donc c'était de passer à une vitesse supérieure, et surtout donc elle est soutenue par exemple par quelques petits coups de pouce réglementaires qui sont pas énormes, mais qui peuvent aller ouvrir, on va dire, une nouvelle manne financière. D'abord donc l'obligation des centrales à charbon de compenser donc une partie donc de leurs émissions de gaz à effet de serre au niveau national, donc avec des crédits carbone labellisés bas carbone. Et c'est également le cas pour les compagnies aériennes françaises qui font donc des trajets aériens donc au niveau national, qui pourraient être faits plutôt en train. Donc on a également un petit peu, donc on avait un petit espoir sur les JO 2024 qui compense aussi certains de leurs projets avec des crédits carbone agricoles. Aujourd'hui, c'est pas complètement le cas. Ils sont plutôt allés acheter des crédits à l'étranger, et donc ça pose encore et toujours, hein, la question de la création de ce marché qui, à la fois, ne rémunère potentiellement pas suffisamment bien l'agriculteur pour le motiver et le mobiliser sur un changement de pratique, et qui pourtant reste un peu trop cher pour les acheteurs au niveau des industriels privés. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir comment construire une offre qui serait attractive, mais qui justifierait aussi un prix peut-être un peu au-dessus de la moyenne. Et donc, si je rappelle en tout cas un projet bas carbone, comment ça se passe aujourd'hui, donc là c'est avec l'exemple ruminant, hein, donc Cap 2ER. L'agriculteur fait son diagnostic carbone. À l'année 1, il fait le choix de la mise en place d'une pratique. Par exemple, je vais travailler sur la réduction de consommation de carburant, d'électricité, et puis je vais mettre en place une méthanisation ou une couverture de fosse. Ça va me coûter tant, donc et surtout ça va me permettre de mettre sur le marché tant de tonnes de crédits carbone qui seront directement donc validées et envoyées, donc contractualisées avec le mandataire, donc France Carbone Agri, qui lui va s'occuper de la vente de ces crédits carbone. Et la coopérative agricole va ensuite donc à mi-parcours vérifier donc la mise en place de cette pratique, et à la fin de l'année 5, donc le contrat est terminé, et je reçois donc la dernière partie de mon coût et mon prix de tonnes de carbone crédit agricole. Voilà, c'est tout pour moi, donc j'espère avoir été assez complète. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis toute oui. Bah, je pense, oui, on va laisser un petit temps de questions, même si je sais que Camille piaffe d'impatience. Hein. Bon. Je peux attendre un petit peu. Voilà. C'est un vrai métier, hein, quand même, maintenant. Ouais, La complètement. décarbonation. Hein. Heureusement C'est qu'on a des beaucoup gens comme vous d'enjeux. qui sont experts. Hein. Est-ce que vous avez des questions à poser à Carole? À chaud comme ça. Il y a une question de Céline dans le chat de savoir ce qu'on entendait derrière la transformation du grain. Ouais, alors, faut savoir que dedans, donc dans cette étude, elle est ciblée coopération agricole, et donc nous, on va avoir donc au niveau de la partie végétale, uniquement donc les adhérents de métiers du grain, et donc au niveau de la transformation des grains, on va pas aller jusqu'au bout de la chaîne de transformation. On va s'arrêter potentiellement souvent, hein, au stockage des grains, et donc plutôt au niveau de postes d'émissions de gaz à effet de serre sur le séchage, refroidissement, etc.
Alors, nous avons une question aussi de Laure Fabier de Maïsadour. Quels sont les postes pris en compte dans l'amont agricole? Est-ce que les achats d'intrants engrais sont pris en compte dans ta diapo 16, Carole? Oui, on a pris en compte, on a tiré en tout cas, on a pris l'achat, mais surtout la production des intrants de l'engrais. Donc ça vient aussi augmenter, la part significative de l'impact carbone des engrais, évidemment avec le fait que leur production soit très énergivore. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on les réserve pour tout à l'heure aussi, hein, parce que Carole Ouais, reste avec nous je aussi. reste Hein. là. D'accord? Bon, ben, ce que je vous propose, moi je suis Chronos, le maître du temps. Hein, dans les webinaires, il en faut toujours un, c'est important. Donc Camille, Oui, ça marche. je, Est-ce que vous je te laisse m'entendez? œuvrer. D'accord? Je sais que tu ne seras pas trop redondante, n'est-ce pas? Ça devrait aller. Ouais, je pense que tu vas t'en sortir. Allez, je te laisse œuvrer. Ça marche. Vous m'entendez bien ou pas? Parce que je crois que j'ai pas un réseau fameux, mais vous me dites Très s'il y a bien. un sujet. Ok, très bien. C'est bon. Alors, ce qui me concerne, je ne sais pas tout le monde. Oui, oui aussi. Parfait. Ouais, super, merci. N'hésitez pas à me couper si à un moment ça déraille un petit peu en tout cas. Oui, Laurent m'a présenté rapidement. Moi, je suis une ancienne de la coopération agricole. Il y a quelques années, j'étais un petit peu sur la bioéconomie. Et, il y a juste une question sur les primes filières. Est-ce que tu veux que je te la laisse, Carole, avant de commencer? Je me dis que c'est encore le moment de rebondir. Oui, alors, enfin, très rapidement, prime filière, moi, je suis moins experte, mais par exemple, la coopérative, agricole, va, rémunérer donner une prime supplémentaire donc dans son contrat de rémunération à l'agriculteur, qui va fournir sa matière première à partir du moment où l'agriculteur répond à un cahier des charges un peu plus important. Donc par exemple, je vais avoir une prime si, je rentre dans, un poste d'émission de gaz à effet de serre moindre, je vais avoir une prime filière carbone. Voilà, c'est des choses qui peuvent exister et qui viennent en soutien et motiver potentiellement l'agriculteur à, rentrer dans, ce cahier des charges-là. Vous l'avez sur le colza, beaucoup pour la partie biocarburant. On a des primes filières. Et après, il y a des petites initiatives. Il y a Nathaïs, si je dis pas de bêtises, qui fait du maïs popcorn dans le sud de la France, qui a mis en place un système un peu aussi de primes aux pratiques bas carbone avec ses agriculteurs. Alors du coup, je reprends la présentation. Voilà, donc j'étais à la coopération agricole. Maintenant, je suis dans un cabinet de conseil qui s'appelle Greenflex et on commence à développer une petite, spécialité de, bilan carbone et de stratégie bas carbone sur, les coopératives et les industries agroalimentaires. Donc je voulais vous présenter ça. On va du coup être un peu moins dans la vision globale de l'agriculture et rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'un bilan carbone, à quoi ça ressemble concrètement dans une agro-industrie, dans une coopérative agricole, et puis des leviers d'action. Carole en a évoqué certains, donc on va rebalayer aussi ça. On va Si commencer. je peux permettre, Camille, n'oublie pas qu'on a aussi nos amis des industries agroalimentaires. Hein. Oui, oui, il y a les deux. J'ai remis des slides aussi sur les agro-industries. De toute façon, c'est Ça marche. en vrai assez similaire, vous allez voir. Merci. Petite partie méthodologique sur le bilan carbone. Je ne sais pas si vous êtes tous au fait de comment ça fonctionne, donc je me repermets une petite présentation sur la méthodologie. Donc, c'est un outil de comptabilité qui a été développé avec l'ADEME et qui maintenant est porté par ce qu'on appelle l'association Bilan Carbone. Basiquement, c'est l'idée de se dire, on regarde tous les gaz à effet de serre que vous émettez. Donc, on a le dioxyde de carbone qui est le plus connu, mais Carole, vous parlez du méthane, du protoxyde d'azote, les gaz, les fluides frigorigènes, donc tout ce qui va vous permettre de générer du froid, c'est extrêmement impactant. Donc, on regarde tout ça. Et en fait, ces gaz, ils ont un facteur, un pouvoir réchauffant qui est variable. Par exemple, le méthane, j'ai toujours un doute, mais je crois que c'est 24 fois plus important que le dioxyde de carbone. Il y a des fluides frigo, c'est jusqu'à 3 voire 3000 fois, voire 25 000 fois plus impactant que le CO2. Donc, on remet tout sur une base de CO2. Par exemple, mon fluide frigo, on dit que c'est égal à 3000 CO2. Et c'est ça que je comptabilise dans mon bilan carbone. Donc, en vrai, il n'y a pas que du carbone.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes petites données d'activité. Donc, je me dis, voilà, je suis une industrie agroalimentaire, je suis une coopérative, je produis 1 million de tonnes de blé, je produis, je sais pas, 3 000 tonnes de macarons. À chaque fois, j'ai un facteur d'émission qui est associé à cette donnée d'activité. Donc, je me dis, j'ai mon 1 million de tonnes de blé. Chaque tonne de blé émet 311 kilos de CO2. Enfin, je fais ma petite multiplication et ça me donne combien mon activité blé émet. Je me dis, je consomme 80 000 kWh en gaz. 1 kWh de gaz émettant, hop, ça me dit combien j'émets avec mon gaz. Donc en fait, basiquement, un bilan carbone, c'est une somme de multiplication. Ce qui est complexe, c'est que vous avez des activités qui sont hyper denses, certains ont des énormes, enfin beaucoup de filiales. L'idée, nous, notre travail, c'est de se dire qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on va garder, où est-ce qu'on va faire des hypothèses, quel type d'hypothèse on va faire. Et c'est ça, en fait, le gros travail des personnes qui réalisent le bilan carbone. Ça, c'est juste pour vous donner des petits ordres de grandeur. C'est toujours difficile quand on parle de millions de tonnes de CO2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les échelles? Donc, un Français moyen, en gros, il émet 9 tonnes d'équivalent CO2. L'objectif, il est à 2 tonnes pour atteindre, c'est 1,5 degré pour atteindre cette neutralité. Donc 2 tonnes pour tout le monde sur Terre. Donc il faut qu'on réduise, ça veut dire nos émissions collectivement par 5 en gros. L'agriculture française, alors c'est vraiment, enfin c'est les émissions macro en France, mais c'est 85 millions de tonnes. 19% des émissions françaises, Carole l'a évoqué. Et après, quelques exemples, vous avez quelques industries qui mettent leur bilan carbone en ligne. Mais bon, c'est des très grosses, voilà. Il y a Danone, c'est 26 millions de tonnes. Terena, c'est 8,4 millions de tonnes. Mais voilà, c'est des très, très grosses industries. Nous, en gros, on va avoir entre quelques dizaines de milliers et quelques millions dans les industries qu'on accompagne. Mais ça dépend énormément de vos volumes de production. Donc, c'est très, très variable en fonction de vos activités. C'est plutôt pour vous donner vraiment des grandes échelles. Carole vous a aussi reparlé déjà des scopes. Je refais juste un mini. Je pense que ça fait pas de mal de l'entendre 2 fois. Quand on vous parle des scopes d'émissions, scope 1 et 2, c'était ceux qui étaient anciennement réglementaires. C'est ceux qui sont aussi parfois demandés par vos clients. En gros, scope 1, vous mettez un gros chapeau sur vos activités et c'est tous les gaz à effet de serre que vous récupérez. Donc, c'est généralement la combustion du gaz, la combustion des véhicules que vous pouvez avoir en propre. Le scope 2, c'est de se dire l'électricité, il est produit sur une centrale en amont. Mais bon, elle est produite pour moi, pour mon activité. Donc, c'est vraiment spécifique à ce que moi je fais et c'est moi qui la consomme. Et après, le scope 3, c'est toute la chaîne de valeur. Donc, ça va être votre amont agricole, ça va être tous vos autres achats, ça va être tout le transport externalisé, ça va être les gens qui viennent vous voir, les clients qui se déplacent chez vous, les salariés qui viennent travailler, vos salariés qui transitent entre des sites. Ça va être la gestion des déchets, ça peut être l'utilisation du produit aussi. Pour ceux qui vont produire, je sais pas, des pâtes, la cuisson des pâtes, on le prend en compte dans le bilan carbone, par exemple. Ou si vous vendez des tondeuses à gazon, on compte potentiellement le carburant ou l'électricité utilisée pour cette tondeuse à gazon. C'est important de l'avoir en tête. Et donc, il y a des clients vous pouvez être challengés par vos clients, vos banques, etc., sur les scopes 1, 2 ou sur l'ensemble du périmètre. Ça dépend un peu des acteurs. Et mini-spot réglementaire. Le bilan carbone, alors jusqu'à il y a 1 an, c'était scope 1 et 2 qui étaient demandés. Maintenant, c'est l'ensemble des scopes. Et c'est pour les entreprises de plus de 500 salariés qui ont une obligation de faire leur bilan carbone tous les 4 ans. C'est tout ce que vous aurez en réglementation avec moi aujourd'hui. Le bilan carbone, c'est vraiment une première étape. Donc là, c'est ce que je vais faire un focus sur ça. On va reparler un petit peu après du reste de la démarche, mais c'est vraiment une première étape pour faire un état des lieux, un niveau 0 des émissions, que des émissions. Il n'y a pas le stockage qui est pris en compte, c'est la méthodologie qui veut ça. Sur le bilan carbone, c'est un constat de qu'est-ce que j'émets. Et il n'y a pas qu'est-ce que je stocke. Et après, vous avez évidemment une stratégie à mettre en place pour se dire qu'est-ce que je priorise, quel objectif je me donne, comme toute stratégie, de se dire voilà, j'ai fait mon niveau 0, maintenant comment est-ce que je réagis?
Alors, le bilan carbone, en fonction des entreprises, c'est assez complexe et c'est assez dense pour la personne qui est chargée de faire ce bilan carbone. Là, je l'ai mis pour une coopérative, c'est valable pour les industries agroalimentaires. Hem, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment dédié à ce travail-là de centralisation, de collecte des données. Il faut qu'il ait du temps, c'est plusieurs jours de travail d'aller relancer toutes les filiales, toutes les personnes, de la maintenance, de l'énergie, des achats et cetera pour récupérer les fichiers, comprendre ce qu'il y a derrière, aider après le prestataire à retraiter les données. Tout ça, c'est un travail qui est assez long, assez chronophage. Donc il faut qu'il y ait un référent, qu'il y ait du temps à allouer et il faut que les équipes puissent aussi allouer du temps pour aller chercher ces données d'activité. Et puis, il y a vraiment des besoins d'échanges assez réguliers parce que ça peut vite être assez complexe quand vous avez, 10 filiales, sur lesquelles il faut regarder les achats, les déplacements, l'électricité et cetera. Voilà, il y a beaucoup de données à récupérer, donc il faut vraiment que ce soit fait sérieusement et avec du temps dédié. Voilà pour la petite partie méthodo théorique. Maintenant, je voulais vous parler des profils d'émissions qu'on voit dans l'industrie agroalimentaire. Pardon. Globalement, toutes les industries se ressemblent, enfin toutes les industries de notre secteur, se ressemblent. Vous avez des petites différences entre, si vous êtes, une entreprise, très énergie intensive, si vous allez vers des déshydratations, de luzerne, de betterave et cetera, vous allez avoir un peu plus d'énergie que si vous restez dans une agro-industrie moyenne, mais globalement, les profils sont tous, assez similaires. Sauf sur le vin, j'en reparlerai à la fin, le vin, vous êtes un petit peu différent, des autres. Ça, c'est, à gauche, le profil moyen, des filières alimentaires en France. Vous voyez, le camembert, vert canard, je ne sais pas trop. En gros, vous avez une très, très large prédominance, de la partie agriculture, de la partie amont agricole et après, en fonction de votre activité, vous avez l'énergie et le transport, qui arrivent en second ou en troisième. Enfin, les 2 se battent en fonction de vos activités. Mais c'est vraiment les postes prédominants. On a souvent en tête, que, c'est l'énergie qui va prédominer. C'est souvent assez limité, en fait, à part, ce que je vous disais pour, les déshydratations où là, ça peut monter à 20 ou 30. Sinon, c'est plutôt entre, 1-10, c'est déjà beaucoup. On va voir après, mais sur les coopératives, qui ont beaucoup, beaucoup de grains. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'on est bloqué à la diapo 3. J'espère pas, parce que moi, je suis à la diapo 13, donc ça m'arrangerait que ce soit pas le cas pour tout le monde. Est-ce que vous voyez les graphes, les autres? Vous avez les 2 graphes, Oui, oui, sur, c'est bon pour 13, oui. pour moi en tout Pour cas. nous, c'est bon, oui. OK, super. Et oui, donc pardon, désolée, je reconnecte. Donc ouais, gros focus sur cette partie amont. Et puis à droite, je vous ai mis le bilan carbone de Danone, qui est un bilan carbone qui est public. Et en fait, vous voyez la même chose, c'est vraiment production de lait, puis après les emballages qui sont vraiment prédominants. J'ai fait aussi on a fait 4 bilans carbone récemment sur des coopératives agricoles françaises. Alors similaires, c'est un très grand mot, mais en tout cas en polyculture élevage. Donc elles ont des activités différentes, enfin elles ont des filiales différentes, elles sont dans des régions différentes, elles ont pas la même taille. Mais on trouvait intéressant de mettre un petit peu en parallèle, les différents profils d'émissions et regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est ça que je voudrais vous présenter. Ça, c'est, les profils moyens, on va dire, de ces coopératives et encore une fois, vous voyez que le poste intrant donc, je vais repréciser, quand on parle d'intrants en bilan carbone, c'est pas les intrants au sens engrais, c'est tous les achats de la coopérative. Donc il y a une grosse partie qui est liée aux engrais, mais il y a aussi une partie qui peut être aux activités d'élevage. Vous avez un peu de produits et de services. Donc c'est vraiment tous les achats. Il y a toute la partie des achats gamme vert aussi, toutes les matières que vous vendez sur les gammes verts. Donc c'est pas que, intrants au sens engrais. C'est parfois un peu confus, ce double vocabulaire, mais c'est pas la même chose que des intrants agricoles. Donc toute cette partie achat, c'est, entre, 65 et 90 des émissions, sur les coopératives agricoles et dedans, vous avez une grosse partie qui va être liée au grain et à la partie animale. Il y en a beaucoup qui font du transit d'animaux notamment. Ça peut jouer énormément. Après, vous avez le fret
et on va en reparler. Le fret, c'est globalement le grand export. Tout ce qui va être amont des agriculteurs qui livrent au silo, c'est complètement négligeable. Tout ce qui va être transit interne entre les silos, c'est rien aussi. Ce qui est important, c'est l'exportation, parce que c'est là où vous avez des grosses distances. Un autre poste, et ça qui est très variable pour le coup en fonction des coopératives, c'est l'utilisation. Si vous vendez du machinisme agricole, en fait, on va considérer toutes les émissions du tracteur que vous avez vendu. Sur les gammes verts, on va regarder les émissions liées au pétrole, au charbon que vous pouvez vendre en produits. Donc ça dépend beaucoup des filiales. Et ce que je vous disais, en fait, on se rend compte que l'énergie, notamment, c'est vraiment rien en termes d'émissions sur, alors là, les coopératives, mais sur les agro-industries de façon générale, c'est quelques pourcents, c'est assez faible. Après, bon, du coup, si on remet un petit peu en parallèle avec, le graphique qu'on a vu tout à l'heure, donc là, je fais juste un focus sur la partie agriculture, transformation. On se rend compte qu'en fait, ce bilan carbone de coopérative, il ressemble vraiment au bilan carbone moyen des industries agroalimentaires en France. C'est vraiment un profil type, donc même sans avoir fait votre bilan carbone, vous savez déjà que vous allez probablement arriver à quelque chose comme ça, sauf si vous avez des activités qui sont vraiment, vraiment différentes, notamment, par exemple, sur le vin. Où là, ça va être les emballages qui vont prédominer, mais sur des activités de transformation de matières premières végétales ou animales, ou de collecte, c'est des profils qui ressemblent très fortement à ça. Et puis, c'est souvent aussi des activités qui sont liées à la partie, COP, donc à la partie vraiment transit, de grains, transit d'animaux, et toutes les filiales, en fait, émettent assez peu. Bah, ça, c'est pour le constat global. Après, si je zoome un peu, ce qui est intéressant, c'est de regarder les facteurs d'émission par produit. Donc quand je parle de facteurs d'émission, c'est combien émet, 1 tonne de, pois vifs, enfin de vache, par exemple, 1 tonne, de blé, 1 tonne de fibres, et cetera. Ce qu'on voit en vert, c'est, tous les facteurs d'émission liés aux animaux. Donc en fait, dès que vous avez de l'élevage, en moyenne, ça émet beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que, en jaune, par exemple, où vous avez tout ce qui est blé, orge, maïs, et cetera. Donc tout ce qui va être lié aux activités d'élevage est très, très émetteur, par rapport, aux activités plutôt, alors de céréales, les légumes, vous voyez, qui sont complètement, à la fin. Et puis entre les 2, vous avez, tout ce qui va être, alors souvent nutrition animale, mais plutôt importé, ce qui va être soja, coco, et cetera, palme, toute cette matière importée responsable de déforestation. Si vous avez du cacao aussi. Le cacao a tendance à largement, écraser, enfin, en gros, avoir un bilan carbone assez important par rapport à la quantité, justement à cause de ces notions de déforestation. Donc c'est important d'avoir ces ordres de grandeur en tête, de se dire: «Dès que j'ai de l'élevage ou dès que j'ai de l'international, surtout responsable de déforestation, il peut y avoir un vrai sujet». Carole vous l'a dit aussi tout à l'heure, mais en gros, les émissions de l'agriculture sont vraiment réparties entre, la partie céréales, c'est surtout les engrais, et puis la partie méthane au niveau des animaux. Donc je ne vais pas revenir sur cette partie-là. Je pense que vous l'avez bien en tête. Donc ça, c'était plutôt sur la partie intrant. Si on fait un focus sur la partie fret, donc là, vous avez les différences, en fonction des 4 coopératives qu'on a étudiées. En gros, ce qu'il y a à avoir en tête, c'est que là-dedans, il y a 2 coopératives qui peuvent faire du grand export et 2 coopératives qui sont plutôt, en export, j'allais dire local, en tout cas européen en routier. Et le grand export international, quand on envoie en Chine ou au Maghreb, nos grains, émet énormément parce qu'en fait, même si, le maritime, c'est, 8 fois moins en termes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au routier, bah, on va largement 8 fois plus loin, en allant en Chine que, si on exporte dans les pays, limitrophes de la France. Donc, sur le fret, cette partie vraiment internationale est assez conséquente. Ça peut représenter entre, 6 et 10% du bilan carbone d'une coopérative, ce qui est pas négligeable. Et puis après sur l'énergie, en France, l'électricité est vraiment décarbonée avec le nucléaire. Donc tant que vous avez des activités en France, c'est valable pour tout type d'industrie, l'électricité sera très peu impactante et c'est vraiment le gaz. Donc en fait, toutes les actions pour limiter l'utilisation de gaz, vont être pertinentes.
Et après, je vous ai remis, donc ça, c'est le profil un peu plus générique, mais sur le vin. Et le vin, en fait, a cette spécificité d'avoir recours au verre qui est très impactant. Et, et donc, c'est ça qui fait que, enfin, ça modifie un peu le profil des émissions en rajoutant en gros un tiers emballage, un tiers plutôt sur l'amont et après un tiers sur transformation et export. Mais voilà, cette partie emballage vient se rajouter et en fonction de vos activités peut augmenter un peu ce poste-là. Je réponds juste du coup sur Béatrice, mais pourquoi est-ce que l'impact de l'agneau et de la brebis est plus importante? Alors, on s'est grandement posé la question. A priori, c'est une histoire de comptabilité et d'optimisation du process par rapport au poids vif. En fait, comment dire ça simplement? On va prendre la vache, par exemple, la vache laitière. Son bilan carbone global de ce qu'elle a émis sur sa vie entière, ça va être divisé entre les milliers de tonnes de lait, les milliers de tonnes, ça fait beaucoup, pardon, les milliers de litres de lait qu'elle produit et la viande à la fin. Et donc en fait, quand on divise tout ce package qu'elle a émis dans sa vie par, les litres et cetera, qu'elle a produit, à l'unité, c'est pas très important. Parce qu'une vache a émis beaucoup de matière, enfin a produit beaucoup de matière alimentaire, pardon. Alors que, pour les brebis, elles vont produire, alors je suis désolée, c'est assez productiviste et ça, dit comme ça, mais elles vont juste produire un petit agneau qui a pas un poids très, très lourd et donc en fait, au prorata de ce qu'elle a émis par rapport à ce qu'elle a produit en matière alimentaire, le ratio est pas très bon. C'est comme ça qu'on a interprété cette différence. Ça fait 1 an qu'on se pose la question et c'est comme ça qu'on l'a compris. Donc et puis peut-être des process qui sont un petit peu moins optimisés que ceux de l'élevage laitier. Mais a priori, c'est plutôt une histoire elles produisent que des agneaux viande et ça fait pas énormément de matière par rapport à tout ce qui est émis, en amont. Et après, comment sont placés l'éolien, le photovoltaïque et cetera en termes de décarbonation? C'est un sujet qui frustre souvent les clients avec qui on travaille parce qu'en fait, ça a pas, réellement d'impact sur votre bilan carbone. Le facteur d'émission, par exemple, de l'éolien est identique au facteur d'émission de l'électricité, du mix énergétique français. Parce que justement, on a un mix énergétique qui est très faible avec le nucléaire et donc les énergies renouvelables, en électricité ne permettent pas de décarboner. Si après vous avez un process où vous utilisez du photovoltaïque, pour substituer du gaz, vous arrivez à trouver à rééquilibrer un process, là vous aurez un impact. Mais électricité pour électricité, ça a pas un impact, sur le carbone. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça a un impact sur, l'autonomie énergétique notamment, probablement économique également, mais en tout cas, c'est pas ça qui va changer, fortement votre bilan carbone. Alors après, si je balaye, rapidement quelques propositions de leviers de transition. Alors je sais que vous pouvez pas tout mettre en place dans ce que je vais proposer, c'est plutôt des réflexions à conduire et des pistes, qui sont alors soit pour les industries agro, soit pour les COP, soit, pour les 2. Si on prend un peu ce gros poste qui est sur tous les achats, les matières premières et cetera, ce qu'on se rend compte à force un peu de creuser la question, c'est que les solutions, on les connaît. On sait, alors on a des outils d'aide à la décision, on commence à maîtriser l'agriculture de conservation des sols, la méthanisation, on a des chiffres de plus en plus précis sur, ce que ça permet de réduire, ce que ça permet de stocker et cetera. Globalement, on les connaît. Le problème, c'est comment on arrive à les généraliser, surtout dans un monde où, pour l'instant, en fait, produire du blé, en Hauts-de-France, en Champagne, c'est largement rentable et à court terme, changer, économiquement, c'est pas très intéressant. Donc je ne sais pas exactement en Nouvelle-Aquitaine où vous vous positionnez, pour l'instant en termes d'impact sur le climatique. Mais en tout cas, voilà, comment est-ce qu'on arrive à convaincre des agriculteurs qui se font, pour l'instant, des bénéfices intéressants sur les céréales notamment de changer? C'est ça la bonne question. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le biais ou le frein, il est plutôt sociologique. Donc se dire, en fait, comment est-ce que toute la chaîne de valeur va accepter ce changement?
les agriculteurs à qui on parle, ils nous disent: «Moi, ce qui est le plus difficile, c'est la pression sociale qu'on me met parce que je fais pas les mêmes pratiques que les autres». D'être jugé en continu, que, s'il y a un blé qui est pas droit, on me dit: «Ah, tu vois, c'est pas ça qu'il fallait faire comme pratique». Et donc en fait, toute la chaîne de valeur se retrouve un petit peu frein au changement parce que va tout de suite, juger ce changement de pratique et va un peu se dire: «Ils sont fous de faire ça» et mettre cette pression sociale un petit peu implicite. Il y a un agriculteur qui nous disait que la moitié des jeunes qui s'installaient autour de lui voulaient pas changer de pratique tant que leurs parents n'étaient pas morts parce qu'ils supportaient pas le regard du père qui disait: «Mais tu vas pas couler la ferme familiale qui est là depuis 4 générations» et cetera. Donc, un premier rôle de toute la chaîne de valeur, c'est de se former, d'aller essayer de comprendre, ces, pratiques, enfin la multitude de pratiques qui peuvent exister, qui permettent de décarboner. Aller faire des visites de fermes en régénération, d'aller voir des témoignages d'agriculteurs et de se dire: «Bah, qu'est-ce que nous on peut appliquer? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on a envie de faire?» Mais en tout cas de pas être frein au changement et d'accepter d'accompagner ce changement et d'essayer de comprendre sans juger et sans mettre une pression et puis peut-être qu'il y en a certains qui vont se planter, mais bah, collectivement, en fait, on va réussir à, à trouver des solutions pour décarboner et à les disséminer. Donc le premier point, c'est vraiment de se dire: «Comment est-ce que moi je peux former mes techniciens, mes salariés, les personnes qui travaillent avec les agriculteurs en amont pour les accompagner, pour les aider à changer et surtout sans jugement, et les aider à avancer?» Après, l'autre point qui ressort beaucoup des agriculteurs, c'est qu'ils gagnent beaucoup à échanger entre eux sur, justement ces nouvelles pratiques à mettre en place. Donc ça peut être aussi un rôle de toutes les industries agroalimentaires d'aider à mettre en place des groupes d'échange, des groupes de travail. Et un dernier point, c'est comment est-ce que vous pouvez aussi vous adapter pour proposer des solutions à ces agriculteurs en transition? On a beaucoup échangé avec une agricultrice en Bretagne, qui elle est, donc qui est sur la production de lait et elle est sur ce qu'on appelle les vélages groupés de printemps. Donc en gros, elle a, tous ces vélages au printemps comme le nom l'indique. Donc le pic de lactation, c'est pendant l'été au moment où il y a le pic, de pousse au niveau des prairies et elle tarit tout son cheptel en novembre, décembre. Là où il y a plus d'herbe et du coup, en fait, juste avec le foin qui a été produit pendant l'été, elle peut subvenir aux besoins de ses animaux. Donc elle a aucun intrant, elle a juste, les parcelles qui produisent, le foin, les fourrages et cetera nécessaires et donc elle a un équilibre, financier qui est extrêmement intéressant. Ils sont à 2 dessus avec une rémunération où elle nous disait, 6 000 € par mois. Ils sont quasiment neutres en carbone parce qu'avec les prairies, avec, les haies, ils stockent du carbone, quasiment autant que ce qu'émettent les animaux. Mais sauf que pendant 3 mois, ils produisent pas de lait et donc les industriels veulent pas, récupérer leur production. Ils travaillent avec Biolais parce que c'est les seuls qui ont adapté leur process pour répondre à ce besoin. Mais voilà, il y a une question de se dire: «OK, ça, c'est un modèle qui a l'air durable, qui a l'air pérenne, qui permet une belle qualité de vie, des agriculteurs, une bonne rémunération. Est-ce qu'on est capable d'adapter nos chaînes de production pour répondre à ce besoin? Est-ce qu'on pourrait stocker du lait, par exemple, dans ce cadre précis?» Mais en fait, cette question, elle se pose sur toutes les filières et comment est-ce qu'en fait, on va avoir besoin de s'adapter pour, accompagner, une transition, un changement de pratique? Après, le reste, c'est plutôt sur, donc sur les autres petits postes. Sur la partie fret, il peut y avoir, un choix à faire de se dire, «Où est-ce que j'exporte? Est-ce que, j'exporte en Chine pour nourrir, des cochons chinois dans un immeuble?» Et ça peut être un choix de se dire, «Oui, je le fais». Est-ce que je peux, changer, le routier, par, du fluvial? Ou ça peut être aussi un choix plus stratégique de se dire: «Bah, est-ce que j'essaye de, produire par exemple un peu moins de blé ou un peu moins de maïs, mais d'aller sur d'autres, filières, chanvre, paille et cetera qui vont augmenter avec des besoins plutôt de matériaux biosourcés, par exemple en bioéconomie. C'est l'isolation de chanvre, de paille, a priori, il y a un marché qui va croître. Est-ce que j'essaye aussi de me greffer sur ces marchés? Et c'est un choix stratégique qui va impacter toutes les activités de la coopérative dont, ou de l'industrie dont le fret.
Après, sur l'utilisation des produits, là, c'est pareil, ça dépend un peu ce que vous produisez. Ça peut être le temps de cuisson, le temps de stockage au frais de vos produits. Si vous êtes plutôt sur des magasins type gamme vert, c'est qu'est-ce que je vends? Est-ce que je m'interdis certains produits très émetteurs? Si vous êtes plutôt sur l'industrie du vin, est-ce que alors ça va être plutôt sur la partie déchets, mais réfléchir un petit peu à des systèmes de consigne, et cetera. Voilà, toute cette partie-là, c'est des questions qui peuvent aussi se poser. Et puis sur la partie énergie, ça vous les connaissez très bien, les systèmes de décarbonation, de réduction de l'impact énergétique, usage, process. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser cette énergie? Est-ce que je peux en utiliser moins pour le même usage? Et puis après, est-ce que je peux passer sur des sources, moins carbonées? Ouais, je pense que ça, vous connaissez très, très bien. Et c'est vrai que j'ai pas, mis les emballages dans cette partie-là, mais questionner les emballages, surtout le plastique. Le plus émetteur, c'est le plastique et le verre. Donc questionner cette utilisation, là aussi. Et après, dernière petite partie, c'est de se dire: «Voilà, là, j'ai fait le constat, c'est, voilà, j'ai fait mon bilan carbone, j'ai mes émissions, j'ai réfléchi un petit peu à vers quoi je pouvais aller. Quelles sont les prochaines étapes?» Les prochaines étapes, c'est vraiment de structurer cette trajectoire et cette ambition. Donc c'est de se dire: «Qu'est-ce que je peux faire? Vers quoi est-ce que, comment est-ce que j'intègre cette notion de réduction dans ma stratégie globale?» Il ne faut pas que ce soit une stratégie à part, il faut que ce soit réfléchi dans une logique d'entreprise. Vous avez vu, il y a des choix qui peuvent être assez stratégiques. Il faut que ce soit mis dans une stratégie d'entreprise. Donc là, je passe juste très rapidement, c'est juste pour que vous ayez entendu les noms. Mais donc il y a la méthodologie ACT qui est portée, par l'ADEME et l'idée, c'est que les entreprises, en fait, fassent un état des lieux de leur stratégie, de comment le carbone s'intègre à cette stratégie et de pouvoir vraiment mettre en place un plan structuré de réduction des émissions. Donc c'est vraiment un système de management de la décarbonation. Et l'autre, méthodologie qu'il faut que vous ayez entendu et qui sont complémentaires, c'est ce qu'on appelle le Science Based Target ou SBT. SBTI, c'est l'organisme qui porte ce Science Based Target Initiative. C'est, en gros, quelle ambition je me donne pour respecter les accords de Paris, donc pour arriver, à respecter les 1,5 degré. Donc c'est vraiment, c'est un petit outil à remplir qui va vous dire, bah, d'ici, là je pars, bon là l'exemple il est en 2021, mon bilan carbone il est là. En 2040, où est-ce que j'arrive? Et ça vous donne juste un chiffre de réduction, donc ça veut dire il faut que vous réduisez par exemple de, 27 les émissions de votre entreprise. Et après c'est à vous justement de définir les jalons, comment est-ce qu'on y arrive? Et ce qui est intéressant, c'est que, depuis quelques mois, le SBT a sorti une méthodologie qui est dédiée à l'agriculture et au vivant, qui s'appelle la méthodologie FLAG et là, qui permet de prendre en compte le stockage. Donc en fait, vous allez avoir votre bilan carbone où c'est que les émissions, mais vous pouvez prendre en compte le stockage carbone avec cette méthodologie-là et ça veut dire que tous les efforts que vous ferez avec la méthanisation, avec l'agriculture de conservation, avec les haies, l'agroforesterie, je ne sais pas ce que vous pouvez, mettre en place, va être comptabilisé et pris en compte dans votre trajectoire. Donc ça, il y a une vraie logique pour le secteur agricole. Il y a des endroits où vous ne pourrez pas arrêter d'émettre, par contre, vous pourrez stocker et là, vous avez une vraie valeur ajoutée et ça reboucle avec ce que disait Laurent au début. Vous êtes victime, vous êtes une cause, mais vous êtes aussi une solution et en fait, des pratiques qui vont permettre de stocker du carbone, peuvent vraiment être valorisées avec cette méthodologie. Et ce qui tombe bien, c'est qu'en fait, toutes ces pratiques, elles vont dans le même sens. En général, ce qui stocke du carbone coûte moins cher, permet de mieux gérer la ressource en eau, permet d'avoir un sol dynamique qui permet de réduire la quantité d'engrais, ça permet de préserver la biodiversité. C'est souvent des pratiques qui coûtent moins cher à la mise en place, pas toujours, convient, on pourra rentrer dans le débat, mais qui permettent d'être moins soumis aux aléas climatiques, donc d'être dans plus de résilience, qui sont mieux pour la santé et des agriculteurs et des consommateurs. Donc il y a une vraie logique globale et on a cette chance-là, c'est pas mal, que toutes ces pratiques aillent dans le même sens et puissent vraiment s'intégrer à une stratégie globale des entreprises. Donc pour les coopératives, vous êtes vraiment proche des agriculteurs, vous pouvez les accompagner dans toute cette mise en place. Les agro-industries, comment est-ce que vous pouvez adapter vos chaînes de valeur et aussi aller chercher et promouvoir des pratiques dans vos cahiers des charges. Vous avez tous un rôle à jouer et c'est pas aux agriculteurs seuls
porter cette transition et on y gagnera tous avec des pratiques plus résilientes. Et donc, on subira aussi moins les vagues, notamment les vagues de chaleur qui sont en train d'arriver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai répondu à celles que j'ai vues, mais c'est assommé avec le bilan carbone. On a la chance d'avoir Camille et aussi Carole qui est avec nous aussi. J'espère qu'on Les vous a pas messages ont trop été clairs, même s'ils démotivés. ne sont pas toujours simples. Hein. Non, les messages sont clairs, effectivement. J'étais surpris de ne pas voir du tout de données concernant l'arboriculture dans les données que vous avez présentées tout à l'heure. Alors, Oui. c'est d'un point de vue totalement égoïste, où c'est un secteur que je connais un petit peu moins. C'est plus, en fait, on a travaillé avec quelques acteurs il y a 1 ou 2 ans et il y avait pas de méthodologie vraiment dédiée à D'accord. l'arboriculture. Donc je sais qu'il y a actuellement, alors si je dis pas de bêtises, le CTIFL qui travaille justement, sur, comment est-ce que, quelles pratiques on peut mettre en place un peu sur le label bas carbone, en gros en arboriculture est en train d'être développé. Mais, c'est assez difficile de trouver des données. Donc il y a tout ce qui va être stockage carbone dans les arbres, tout ce qui va être couverture des sols et tout ce qui va être réduction des engrais. Mais j'ai moins de données très précises, sur ce qui peut exister. Après la logique sera la même ça va être les émissions sur les exploitations avec les engrais qu'on utilise, le carburant, pour passer dans les champs et cetera. Mais j'ai pas de données dédiées. Ok, merci. Pour mener un bilan carbone, combien de temps il faut? Alors, disons que ça dépend de comment vous êtes organisé en interne. Nos clients les plus efficaces, en 1 mois et demi, ils arrivent à collecter toutes les données dont on a besoin et après, nous, on a en gros 1 mois de traitement des données. Après, en général, on relance un peu tout le monde. Plus vous êtes, nombreux et plus votre système est complexe dans votre entreprise, plus le temps de collecte prend du temps. Donc je dirais plutôt 8 mois, pour, des quand vous avez beaucoup de filiales, on monte plutôt sur, 6-8 mois, pour le temps de collecter les données, en fait. C'est vraiment ça qui prend du temps et d'aller relancer tout le monde et il y a toujours une filiale qui répond pas parce que c'est pas sa priorité et ça peut être long. Donc c'est entre 2 et 6 mois, on va dire. On a une question de Laure aussi, de Laure Fabier. Est-ce qu'une coopérative agricole peut s'approprier le stockage carbone des agriculteurs dans les agroforesteries, etc., dans son propre bilan carbone? Alors vous pouvez le faire sur, c'est les démarches, SBT justement dont je parlais. Là, vous avez le stockage. Par contre, dans le bilan carbone, vous pouvez pas prendre le stockage. C'est la méthodologie qui veut ça. Mais par contre, s'il y a des réductions qui sont faites par vos agriculteurs, si, demain, vous utilisez un OAD qui permet de réduire sur vos exploitations de 20 l'utilisation d'engrais, bah, en fait, c'est dans votre chaîne de valeur. Donc ça, vous pouvez le compter dans votre bilan carbone sans souci. Donc toute la partie accompagnement à la réduction, vous pouvez la mettre. Et en fait, il y a pas de souci à partir du moment où toute la chaîne de valeur travaille à cette réduction, en fait, tout le monde le compte et c'est pas, c'est voilà, la méthodologie, comment dire? La méthodologie le permet oui, il y a pas de problème. On a une question de Kathleen aussi enfin, je sais pas si c'est une question, mais qui nous explique que la difficulté réside aussi à valoriser les démarches d'achat responsable par rapport au cahier des charges dans le bilan carbone. Les fournisseurs ont assez peu de facteurs d'émissions spécifiques. Oui, c'est sûr que alors, en agroalimentaire, on a la chance d'avoir, la base de données Agribalise qui propose des analyses de cycle de vie de, centaines, voire milliers de produits, alimentaires. Je veux dire, si vous tapez, ravioli chinois, vous avez le facteur d'émission. Si vous tapez, je sais pas, cassoulet en conserve, vous avez un facteur d'émission. Alors ils sont pas toujours, très précis, mais en tout cas, vous avez des facteurs d'émission vraiment pour, de très, très nombreux produits. Après, il y a toujours voilà, c'est des données moyennées nationales. Si, vous avez un ou 2 produits phares, ça peut valoir le coup justement de réaliser des analyses de cycle de vie dessus pour vraiment avoir votre donnée à vous. Ou, il y a aussi des entreprises comme, My Easy Farm qui proposent des bilans carbone
plutôt à l'échelle d'un groupe d'agriculteurs. Donc, ça peut fonctionner pour des coopératives ou pour des industries agroalimentaires qui travaillent avec toujours les mêmes agriculteurs, de réaliser des bilans carbone vraiment sur les exploitations et qui là permettent d'avoir des données qui vous sont propres. On a Mathieu Castagnier qui nous pose une question très pertinente, finalement. Oui. Quel est le degré de précision de voir les incertitudes des Ouais. résultats d'un bilan carbone? C'est une très bonne Est-ce question. qu'on est dans de la haute précision? C'est une très très bonne question, ouais. En fait, le bilan carbone, l'idée, c'est vraiment d'avoir des grosses masses et de se dire, bah voilà, faut que je travaille sur mon amont et pas sur les déplacements de mes salariés, par exemple. Mais effectivement, c'est pas toujours très précis. Ça va être précis sur des données type le gaz, l'électricité. Ça, on sait combien ça émet. C'est des incertitudes qui sont très très faibles. Et puis vos données, elles sont très précises. Vous savez exactement ce que vous avez pris. Sur des données comme, allez, on va prendre le fret, par exemple. Si je sais que vous avez envoyé une partie de votre production en Chine, je ne sais pas exactement où c'est en Chine, je ne sais pas le trajet précis. Bon, déjà, mon incertitude, elle est un petit peu plus élevée. Et après, si on prend les gamberges, je pense que ça, c'est le comble de l'incertitude. Souvent, on n'a que des ratios monétaires, donc on sait que vous avez vendu pour 10 000 € de portail et 4 000 € de poussin. Bon, bah là, on a mis un facteur d'émission, mais c'est pas. Plus le portail, il rentre dans ameublement, par exemple. Donc là, c'est très, très. C'est plutôt des incertitudes à 50%. Donc voilà, ça varie en fait en fonction du type de données et de la précision de la donnée, entre 15 et 50-60%. Donc il y a certains postes où on prévient en disant on l'a, c'est très très variable. Donc j'ai pas de moyenne pour le bilan. Enfin, j'ai jamais comparé pour tous les bilans carbone que j'ai fait la moyenne globale, mais en tout cas, par exemple sur l'énergie, c'est très fiable. Sur les achats financiers, c'est beaucoup moins fiable. Ok, bon, ça reste un outil d'aide à la décision et de priorisation des actions pour décarboner, quoi. C'est exactement ça. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des grandes masses. C'est pas de se dire, est-ce que je suis bon ou moins bon que les autres? C'est de se dire, OK, ça, c'est mon niveau 0. C'est quoi mon niveau 1? Qu'est-ce que je fais après pour moi me challenger? Et c'est pas du tout l'idée de se comparer. Il y Alors, avait aussi, pardon, il y avait excuse-moi, on a une Clémence question de aussi. Béatrice, ouais. Ouais, Ouais, il Clémence, y oui. avait, ouais, Les j'ai sous, peur qu'on l'oublie. les sous, non, t'inquiète pas, Exactement. je pense qu'à l'argent, moi. Clémence qui demande comment est-ce qu'on peut se faire accompagner sur le bilan carbone. Au niveau national, si vous êtes, alors je vais pas retrouver les seuils là de tête, mais vous avez les diagnostics décarbonation de BPI. C'est 12 jours de travail, c'est un bilan carbone qui coûte 10 000 € et BPI prend en charge soit 4 000, soit 6 000 €. Mais en gros, ça dépend de votre taille. Sur des petites, enfin sur des PME, sur des petits vignobles par exemple, sur des petites entreprises agroalimentaires, ça rentre en 12 jours de travail. Sur des grosses coopératives, vous n'arriverez pas à rentrer dans un diag décarbonation. Donc ça dépend vraiment de votre taille et il faut que ce soit votre premier bilan carbone aussi normalement. Et après sur plutôt la stratégie, donc sur la partie acte que je vous ai présenté très rapidement, là, il y a des financements aussi. Alors j'ai un doute, je crois que c'est 20 000 €, 15 ou 20 000 € qui est pris en charge aussi sur les 30 000 €. Donc là, il y a aussi des aides et peut-être qu'il y en a localement. Je ne sais pas si tu sais ça, Laurent? Non, on est en train de découvrir tout ça avec OK. l'action que je vais présenter derrière. Il n'est pas du tout impossible en tout cas qu'il y en ait, au niveau régional, mais ça je ne pourrais pas vous dire en Nouvelle-Aquitaine. Alors, il y a d'autres interventions. Donc, on est content parce que déjà, Mathieu est d'accord avec toi, hein, déjà. C'est pas mal. Merci Mathieu, voilà. Et puis, j'ai une autre question au-dessus, je Oui, crois. qu'il ne faut pas se comparer et c'est un Voilà. très bon point. Voilà, vous J'ai- pouvez regarder, les ordres de grandeur, mais déjà vos activités, elles seront jamais identiques à celles de quelqu'un d'autre. Même, si on prend 2 entreprises, voisines qui font exactement la même chose, bah, il y en a peut-être une qui va exporter plus loin qu'une autre. Et puis après, il peut y avoir des biais méthodologiques. Moi, j'en ai vu 2 similaires qui vendaient des produits vraiment très proches à la grande distribution. Sauf qu'il y en a une qui a pris en compte, les émissions des personnes qui allaient acheter leurs produits, à Auchan, à Carrefour et cetera et pas l'autre.
Donc, je vous laisse deviner que ça a explosé le bilan carbone de l'une. Donc en fait, si on prend juste la donnée brute, on va se dire, «Ah mais numéro 1 est beaucoup plus efficace que numéro 2 parce que numéro 2 a un bilan carbone quasiment 2 fois plus élevé». Mais en fait, ils ont pas pris la même méthodologie, ils ont pas pris les mêmes postes exactement. Les autres ont pris quelque chose, d'hyper impactant et ils se sont dit: «Nous, on veut cette donnée-là». Bah, du coup, en fait, vous pouvez pas comparer aussi parce que si vous avez pas la méthodologie précise, vous pourrez pas savoir ce qui se cache derrière. Donc voilà, enfin, c'est vraiment pour vous et pour vous améliorer, et c'est pas une logique de se dire qui est bon et qui est pas bon, faut avancer, on va dire. Bon, je, je te remercie, Camille. Hein, il nous reste un petit quart d'heure, là, 10 minutes, un quart d'heure. Carole aussi. Je reprends un petit peu la main, juste pour vous parler, donc pour dire merci, vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Parce que justement, donc merci à Carole, merci à Camille pour leur brillante intervention, merci de votre écoute, et puis aussi merci, c'est le nom d'une action collective qu'on songe lancer, voilà, sur 2024, que je vais vous présenter rapidement. Alors, elle est où cette action collective? J'ai perdu personne? Partager. Hop. Hop. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Tac. Ça y est, vous voyez les slides? Ouais, c'est tout bon. Voilà, donc c'est une action collective donc qu'on va construire donc en partenariat toujours AFNOR ARIA COP de France, hein, toujours le triumvirat. Voilà, donc l'action collective s'appelle Merci, elle a déjà son nom. Hein, donc Merci, ça veut dire mesurer, réduire, compenser, informer. Donc ma stratégie bas carbone. Donc c'est une action collective qui naît toujours dans le programme 3D avec bien sûr un partenaire technique. Donc on a fait le choix de l'équipe de Greenpeace avec Camille et différents intervenants du bureau d'études de Greenflex, hein, d'accord. Donc l'objectif de cette action, alors techniquement, on sait ce qu'on veut mettre dedans. On est juste dans la phase d'échange et d'ingénierie financière avec les deux partenaires financiers que pourraient être le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME. Voilà. Donc il y a eu un premier round d'échange, voilà. Assez rapidement, je pense qu'on saura où on va en termes de financiers et donc du montant du ticket d'entrée pour les coopératives et entreprises agroalimentaires. Bon. Le principe, ce n'est pas de. Voilà, le principe de cette action, d'accord, hein, c'est de faire monter surtout en compétences les entreprises sur la thématique de la décarbonation, ok, et c'est de mutualiser aussi les analyses et co-construire des plans d'action et favoriser, comme on dit en landais, le benchmark entre les entreprises. Voilà. Donc, ce qui est important dans notre action, donc on va partir sur 15 à 20 entreprises sur 5 filières. D'accord, voilà. Donc, la filière vigne et vin, la filière production animale, viande et lait, les volailles et les palmipèdes à foie gras, les fruits et légumes, et céréales et oléoprotéagineux. Voilà. Donc, c'est les filières, donc c'est aussi la production agricole comme la transformation. Hein. Donc, le but de cette action, c'est bien de faire monter en compétence les référents carbone de nos entreprises. Un des postulats, c'est que les bilans carbone soient faits. D'accord? Donc, on va collecter les bilans carbone des coopératives ou des entreprises. Si le bilan carbone n'est pas fait, hein, Camille, tu me complètes, hein, il est prévu de pouvoir réaliser avec des financements de la BPI, c'est bien ça, Camille, hein, d'accord? 6 bilans carbone avec une ingénierie financière pilotée par Greenflex.
C'est ça, Ouais, Camille? ça on Voilà. pourra faire. D'accord. Mm. Donc, pour les entreprises qui n'ont pas fait leur bilan carbone, qui souhaitent rejoindre cette action quand on en lancera officiellement, donc là, il y aura la possibilité de se faire accompagner avec des financements sur le bilan carbone, des financements hors de l'action collective. OK? Voilà. Donc, notre démarche, grosso modo, donc, il y aura une partie individuelle avec la récupération du bilan carbone des entreprises, une partie analytique de ce bilan carbone et une partie synthèse de tout ce bilan carbone. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est créer des instances d'échange au travers des ateliers Merci. Donc, il est prévu environ 5 ateliers Merci en présentiel, plus plusieurs webinaires, d'accord, hein, pour justement mieux faire monter en compétences et favoriser les interactions et les échanges pour que on trouve ensemble des solutions de décarbonation sur l'ensemble des thématiques identifiées. Voilà. Donc, ce programme-là, on compte le lancer sur 2024. On en est à la phase où il y a eu un premier round. Donc, voilà, on est en train de caler les aspects financiers. Et je pense que d'ici septembre-octobre, vous aurez tous, au travers donc soit de l'Ariana pour les entreprises agroalimentaires qui sont des ressortissants de l'Ariana, soit au travers de la coopération agricole, donc une information sur donc le lancement de l'action collective Merci pour vous aider à construire la stratégie de décarbonation en montant en compétences. Et tout ça avec l'appui de Greenflex. J'ai rien oublié, Camille? On a une petite question est-ce qu'on peut intégrer la filière aquaculture? Et je pense que c'est complètement pertinent dans la logique. Oui, mais je pense que oui. On est très ouvert et puis on aime bien les poissons aussi, donc on va les intégrer. C'est notamment nos amis d'Aqualand, je pense. Hein. C'est ça. Voilà un petit peu. Bon, alors je vais pas aller plus loin dans la présentation, mais on a tout détaillé. Hein, voilà, tac, tac, tac. On a tous les ateliers, tout est détaillé, tout est prêt. Voilà. Mais bon, c'est pas l'objectif aujourd'hui d'aller dans le détail de cette action collective. Hein. Donc voilà, messieurs, dames. Est-ce que vous avez des questions, les ultimes questions, parce qu'on est en phase terminale, enfin, faisons parler, hein, de notre webinaire. Est-ce que nos intervenants ont été d'une clarté extrême? Moi, je trouve que oui. Le sujet est vaste et complexe. Je pense que la montée en compétences est nécessaire pour nos entreprises de monter en puissance et que la dimension collective, nous, on l'a bien mesuré depuis des années sur la RSE, est quelque chose d'important pour faire monter en compétence tout le monde. Quoi. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, Anne-Eugénie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ou Lisa, qui sont mes colistières pour tout ça? Non, moi, simplement un grand merci pour la présentation et l'ensemble du contenu qui a été partagé. Voilà, ça donne déjà un bon panorama du contexte et des enjeux et puis des actions qu'il va falloir engager et de l'intérêt de la démarche. Voilà. Lisa, ça va? Pareil, je rejoins Anne-Eugénie, c'était assez clair et très complet. Et puis, on a repéré deux dames, hein, Carole pour la coopération agricole et Camille qui, si jamais on a, je ne sais pas, des questions supplémentaires, je pense Pas hésiter. qu'elles sont à disposition et qu'elles pourront échanger. Quoi.